Timeline, Richard Fremder. Bonjour à tous. Londres est en émoi. La procession avance lentement, solennellement dans les rues de la capitale. Le peuple, en deuil, se recueille sous le bruit des canons tirés par les marins de la Royal Navy. Nous sommes le 19 septembre 2022 et le cercueil royal de la reine Elisabeth II, décédée 11 jours plus tôt dans son château de Balmoral, est transporté à travers la ville afin que ses sujets lui rendent un dernier hommage. Après plus de 70 ans de règne, la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth transmet sa couronne à son fils aîné, le prince Charles. Le 6 mai 2023, il doit à son tour prendre la tête de l'ancien empire britannique. Sous le règne de sa défunte mère, 17 pays du Commonwealth, des nations, avaient décidé de quitter la monarchie. Le nouveau roi devient donc le souverain de 14 pays des 56 composant le Commonwealth primitif, on va dire. En tout cas, pour l'instant. En effet, d'autres nations pensent déjà à l'éventualité de passer au système républicain. Parmi elles, l'Australie. Quelques jours à peine avant le couronnement du roi Charles III, le Premier ministre australien Anthony Albanese déclare publiquement « Je veux voir un Australien à la tête de l'État australien ». Sans grande surprise, Albanese est un républicain qui, selon ses propres mots, ne souhaite prêter d'allégeance qu'à son propre peuple. Le roi Charles est inquiet et confus. Est-ce qu'il va être accueilli à bras ouverts au moment de sa visite en Australie ou fera-t-il face à quelques velléités anti-monarchiques ? Une chose est sûre, le pays commence déjà à mettre à distance la famille royale et ce qu'elle représente. Le billet de 5 $ australiens censé arborer le visage de Sa Majesté, comme il le faisait lors du règne d'Élisabeth II, sera bientôt remplacé par un motif honorant la culture autochtone du pays. Du coup, la monnaie australienne inaugure la volonté du gouvernement de rapprocher la nation de ses racines et de l'éloigner de son passé colonial fondamentalement lié à l'Empire britannique. Les liens politiques entre le Royaume-Uni et l'île australienne commencent effectivement le 26 janvier 1788 lorsque la première flotte britannique ne transportant pas moins de 859 colons débarque à Botany Bay, j'y reviendrai, et entérine la fondation de l'Australie moderne. Prêts à commencer une nouvelle vie, les colons s'installent progressivement sur le nouveau territoire et font de l'île une colonie de l'Empire britannique. Les choses se développent en ce sens jusqu'en 1840, lorsque le premier manifeste républicain Freedom and Independence for the Golden Lands of Australia fait surface sous l'impulsion de quelques hommes cherchant à gagner davantage de liberté. La Ligue républicaine conçoit même son propre drapeau arborant fièrement la Croix du Sud et entame la composition d'un hymne national australien. Le gouvernement britannique, lui, prend la situation très au sérieux. Il est hors de question pour lui de revivre le fiasco de la Révolution américaine. Il décide donc d'accéder à quelques-unes des demandes de la Ligue, s'assurant ainsi de garder un certain contrôle sur leurs colonies. Entre 1855 et 1860, un transfert d'autorité est organisé de la couronne à chacune des 6 colonies de l'île. Chacune dispose d'un gouvernement responsable, tandis que les colons bénéficient d'un élargissement de leurs droits politiques. Suffrage universel masculin, vote à bulletin secret, réduction des mandats parlementaires, tant de droits qui rendraient en fait jaloux les sujets du Royaume-Uni eux-mêmes. Les colons sont ravis. Le gouvernement britannique évite toute possibilité d'insurrection. Du coup, il faut attendre le 1er janvier 1901 pour que l'île franchisse une nouvelle étape vers son indépendance. Quelques jours plus tôt, la reine Victoria approuvait l'institution de la Constitution australienne. L'année 1901 commence alors en trombe avec l'instauration de la Fédération des colonies d'Australie qui deviennent dès ce jour 6 États autonomes. L'Australie est désormais pilotée par un gouvernement fédéral et gagne une grande liberté politique par rapport à la couronne. En 1907, elle franchit un nouveau pas en devenant un Dominion britannique avec une autonomie renforcée. En théorie, ce statut place l'État qui en bénéficie entre la colonie et le pays indépendant, conservant la souveraineté britannique en ce qui concerne la diplomatie, la guerre, la citoyenneté, les relations internationales et évidemment
la Constitution. Pourtant, l'Australie réussit à négocier un statut particulier et ne délaisse finalement que sa souveraineté sur la défense et la diplomatie. En 1948, les sujets britanniques de l'île deviennent officiellement des citoyens australiens et en 1986, la reine Elisabeth II signe les Australian Act, mettant définitivement fin aux liens juridiques entre le Royaume-Uni et l'Australie. Le pays est libéré, il est indépendant. Toutefois, il ne faut pas croire que toutes les relations entre les deux nations ont été coupées 13 ans plus tard, alors que le gouvernement australien propose à son peuple un référendum sur le système politique du pays. 55% des votants se déplacent pour rejeter la transformation de la monarchie constitutionnelle en république. Les Australiens restent finalement, vous le voyez, assez attachés à la reine et au symbole qu'elle représente au sein du Commonwealth. En tout cas, c'était à l'époque. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur la naissance d'un tel lien entre le Royaume-Uni et l'Australie. Pourquoi les colons britanniques sont-ils partis sur cette île, nichée de l'autre côté de la Terre, au beau milieu de l'océan Pacifique? Et qui étaient-ils? Eh bien, je vais dès à présent vous raconter les origines de la société australienne que nous connaissons aujourd'hui. Dans Timeline donc, la colonisation de l'Australie. Terre en vue! Nous sommes le 19 avril 1770. L'Endeavour, un charbonnier britannique réquisitionné pour une mission scientifique de la plus haute importance, arrive à proximité des côtes australiennes. L'équipage vient tout juste de quitter la Nouvelle-Zélande, qui s'est d'ailleurs avérée être la source d'une grande désillusion, et quelle ne fut pas la déception du capitaine quand il s'est rendu compte que ce qu'il pensait être le mythique continent austral était en fait les côtes néo-zélandaises découvertes plus d'un siècle auparavant par un navigateur néerlandais. Dépité, l'équipage se remet en route en direction des Indes pour rentrer en Angleterre. Sauf que, sur le trajet, de nouvelles terres apparaissent à l'horizon. S'agit-il enfin du fameux continent débordant de richesses censé se trouver caché dans le Pacifique? Eh bien non, toujours pas. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Bien que l'Australie ait été découverte par des navigateurs hollandais et portugais au cours du XVIIe siècle, aucun Européen n'a jamais revendiqué les terres au nom de sa nation, faute de mandat en réalité. Mieux encore, l'expédition sur le continent fut à l'époque très brève, laissant l'écrasante majorité du territoire encore inexploré. La découverte est donc bel et bien une aubaine pour le capitaine de l'Endeavour qui accoste le 28 avril 1770 sur la côte est de l'île australienne, dans une petite baie qu'il nomme Botany Bay. Dans la foulée, il prend possession des terres au nom du roi d'Angleterre et les rebaptise Nouvelle-Galles du Sud. Or, pour mieux comprendre les motivations qui ont déclenché cette série d'événements, il est nécessaire de remonter le temps jusqu'au début du XVIe siècle. C'est à cette époque que l'océan Pacifique est découvert par les Européens, en 1513 pour être exact, et il faut alors attendre encore longtemps avant que la nouvelle zone maritime ne cesse d'être un mystère. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.